tant de gens dans autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 4 mars 2026 et il est 23h37. Alors ce soir, c'est la conversation impromptue numéro 35. Alors je voudrais vous entretenir, comme beaucoup de commentateurs, de ce conflit qui a été déclenché par Israël et les États-Unis, qui ont attaqué donc l'Iran. Et de la question, Trump aurait-il été piégé? Parce que je constate, moi, en écoutant les divers intervenants sur les réseaux sociaux, que certains observateurs avancent l'hypothèse que Trump aurait été piégé par le Mossad, qui lui aurait présenté un tableau de la situation iranienne complètement faussé. Il aurait dit que l'Iran aurait gravement entamé son stock de missiles lors de la guerre des 12 jours et qu'une frappe de décapitation des principaux dirigeants iraniens entraînerait sans aucun doute la chute du régime dans la semaine. Ces informations auraient alors entraîné la décision de Trump d'attaquer l'Iran. Moi, j'avoue que cette hypothèse me paraît peu vraisemblable. Non pas que le Mossad n'ait pas essayé de tromper Trump et ne lui ait pas présenté une situation totalement erronée, ce qui semble avoir d'ailleurs été le cas si l'on en croit Seymour Hersh. Non, mais je pense que Trump avait d'autres sources d'informations auxquelles il a dû aussi se référer. Ce ne sont pas les agences de renseignement qui manquent aux USA et quoi qu'on dise, elles sont efficaces et performantes et toutes ne sont pas dans les mains d'Israël. D'autre part, il est actuellement certain que le chef d'état-major, ou du moins un haut responsable militaire, a prévenu qu'à sa connaissance, l'Iran ne représentait pas une menace pour les USA. Il l'a même déclaré ensuite devant le Congrès. Trump a donc eu en sa possession tous les renseignements utiles pour se faire une idée exacte de la situation. Ce n'est pas sur la situation matérielle et militaire qu'il s'est trompé, mais sur l'analyse des conséquences sur le peuple iranien qu'aurait une frappe de décapitation. C'est sur cette partie de l'analyse que lui et beaucoup de ses conseillers se sont fourvoyés. Leur mépris des Iraniens, leur ego et leur sentiment de supériorité étaient tels qu'ils n'ont pas pris la peine d'essayer de comprendre l'âme de ce peuple, la spiritualité du chiisme duodécimain. Ils n'ont pas compris que le fait de tuer le guide suprême renforcerait la cohésion du peuple iranien autour de ses dirigeants, que le système de commandement décentralisé mettrait en place les successeurs sans aucune difficulté, car tout étant déjà prévu. Ils ont raisonné en occidental avec leurs préjugés et leurs fatuités, sans écouter ceux qui, n'en doutons pas, n'ont pas manqué de les mettre en garde. Mais malgré la culture, la fatuité, l'ego et le sentiment de supériorité qui animaient Trump et ses principaux conseillers, il a fallu quand même autre chose pour que Trump
prenne cette décision qui engageait gravement tout son avenir politique et peut-être même sa vie. Il savait pertinemment que s'il s'engageait sur cette voie et qu'il n'avait pas le succès escompté dans un avenir proche, il serait balayé et pouvait finir en prison, ou pire encore. En fait, si l'on regarde bien les choses, il avait peu de raisons logiques, comme président des États-Unis, d'engager les hostilités envers l'Iran. Il devenait plus que probable que l'Iran n'avait pas la bombe nucléaire et n'avait pas l'intention d'en avoir une. Une fatwa dans ce sens avait été prise par le guide suprême. L'Iran avait à plusieurs reprises également déclaré qu'il ne voulait pas la guerre et aucunement attaqué qui que ce soit. Il s'armait uniquement pour se défendre en cas d'attaque. Par contre, si l'on prend en considération les buts d'Israël, on comprend mieux la décision. Faire le grand Israël, ce qui oblige à supprimer ceux qui s'y opposent et qui défendent les peuples qui subissent les attaques dites préventives de l'État d'Israël. À mon sens, la question qui se pose est la suivante. Trump a-t-il agi mu seulement par ses idées en faveur d'Israël ou a-t-il été poussé, peut-être contraint par d'autres éléments? Il est difficile pour l'instant de le savoir. Je pense que la suite des événements pourrait nous apporter des réponses si, comme on peut l'envisager, la situation devient de plus en plus irrespirable pour Trump et pour sa troupe. Car oui, la situation n'apparaît pour l'instant guère favorable pour Israël et les USA. Que voyons-nous en effet après 4 jours d'hostilité? L'Iran, bien que durement touché, continue à riposter et ses salves de drones et de missiles ne faiblissent pas. La volonté de l'Iran dans la poursuite du combat est intacte et ils viennent de renvoyer Trump dans ses buts en refusant toute négociation. Les pays voisins qui ont accueilli les bases américaines, pensant en retirer des avantages économiques et de sécurité, voient qu'ils deviennent des cibles. S'ils ne sont pas visés en tant qu'État, car ce sont les bases et installations américaines sur leur sol qui sont touchées, il n'en demeure pas moins que sur le plan politique, leur situation devient de plus en plus fragile. Leur population, en grande partie chiite, en fait et cause pour l'Iran, depuis l'assassinat de leur guide suprême, qui est certainement la plus grossière erreur que Israël ait pu commettre, sauf peut-être à envisager un plan dont je parlerai dans quelques instants. Quelle pourrait être la suite des événements? Comme la plupart d'entre nous, je n'ai pas de don divinatoire et ma boule de cristal est pour l'instant sans image. Toutefois, on peut s'hasarder à quelques hypothèses qui viendront s'ajouter ou s'empiler sur toutes celles déjà formulées. Pour ma part, je pense que l'Iran est décidé à en finir d'une manière ou d'une autre. Elle va combattre jusqu'au bout, soit sa destruction, soit sa victoire. Et ce pourrait bien être sa victoire. Mais quelle victoire? Quel scénario? L'Iran continue et intensifie ses frappes sur les territoires voisins et sur Israël qui s'affaiblit de jour en jour et voit ses centres névralgiques détruits. Les États-Unis, comme à leur habitude, voyant la catastrophe arriver, vont lâcher Israël et essayer de se défausser sur lui. Il semblerait qu'on commence à entendre quelques remarques en ce sens. Que va faire Israël? Et c'est là que le plan dont je parlais plus haut peut entrer en vigueur, si tant est qu'il existe. Soit Israël est entré en guerre en forçant la main des États-Unis, en pensant réellement gagner cette guerre, en renversant le régime des mollahs. Soit il est entré en guerre en sachant qu'il avait peu de chances de la remporter et qu'il serait durement touché jusqu'à voir son existence même mise en jeu, ce qui lui donnerait alors une justification pour employer une arme atomique tactique sur une ville de moyenne importance, puis éventuellement sur une ville plus grande, etc.
jusqu'à la capitulation totale de l'Iran. Cette solution suppose que la Chine et la Russie restent passives et assistent sans réagir violemment à un tel acte, ce qui est un présupposé pour le moins improbable. Il est plus loisible de supposer que la Chine et la Russie interviennent avant la décision d'Israël, en prévenant les États-Unis qu'une telle action déclencherait de leur part la même réaction, et nous serions alors engagés dans un engrenage nous conduisant Dieu sait où. Pour ma part, je pense que l'Iran, dans sa grande sagesse, s'arrêtera un temps dans ses frappes, ne permettant pas à Israël de prétexter un risque existentiel. Des pourparlers s'enclencheront qui verront vraisemblablement un grand bouleversement du paysage politique du Moyen-Orient. Certains pays du Golfe verront des changements de régime et les USA connaîtront de profonds bouleversements. L'Europe en subira les contre-coups et l'Union européenne éclatera dans des soubresauts violents. Voilà ce que je vois pour l'instant. Ceci n'est possible qu'avec un minimum de raison de la part d'Israël. Je pense que leur délire messianique, abondamment mis en scène et énoncé par des rabbins extrémistes, n'est en réalité qu'un prétexte pour couvrir leur soif de pouvoir et d'argent. C'est ce que j'espère, car ces sentiments sont immensément moins forts qu'une pensée vous conduisant à croire que vous êtes élus de Dieu pour conduire votre peuple vers le grand Israël. Si tel était le cas, alors Dieu reconnaîtra les siens. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère. Ce monde de mensonges, ce monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs, qui nous laisse pantois devant tant de laideurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent